à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi au mouvement SNCF qui a peut-être perturbé votre week-end. Au-delà des nombreuses difficultés pour les voyageurs, on s'aperçoit qu'il est le nouveau symptôme d'une grogne qui monte chez les cheminots et qu'il annonce peut-être un bras de fer serré avec l'exécutif, avec en ligne de mire cette réforme des retraites. Va-t-on vers un hiver très agité sur le plan social? On en parle avec nos invités. D'abord le point avec Sandra Cerquera. Après 3 jours de mobilisation, le trafic a repris, mais le bras de fer se poursuit. Le gouvernement continue de dénoncer un détournement du droit syndical et réclame des sanctions. Quand on a des trains de nuit, des trains intercités, des RER, ça n'est absolument pas le même matériel, ça n'est pas la même organisation qui n'ont pas circulé, on n'est pas dans le droit de retrait. Les procédures qui existent pour permettre aux salariés, aux cheminots d'exercer leurs droits dans le respect des usagers, avec notamment des préavis où on peut prévenir à l'avance les gens que les trains ne vont pas circuler, n'ont pas été respectées. De leur côté, les syndicats accusent le gouvernement de jouer la surenchère et continuent de défendre le droit de retrait à la suite de l'accident survenu mercredi soir sur un passage à niveau dans les Ardennes, faisant 11 blessés. Il y a déjà 2 inspecteurs du travail dans la région pour la Champagne-Ardenne et pour l'Alsace qui ont validé effectivement la légitimité des droits de retrait, et même en Alsace, ils recommandent que sur ce matériel, le conducteur soit accompagné par un agent de contrôle. Et on sait que dans d'autres zones, l'inspecteur du travail aussi est plutôt favorable sur la validité. Donc je pense que sur le terrain de la légalité, on verra par la suite. On n'a aucun intérêt à être sur un judiciaire et dans un bras de fer de posture. Il faut trouver des solutions, mais ce n'est pas un problème de légalité. Le président de la SNCF envisage des poursuites pour prouver qu'il s'agit bien d'une grève et non d'un droit de retrait et affirme qu'il y aura des retenues sur salaire. Celles et ceux qui ont exercé un droit de retrait alors qu'il n'y avait pas de danger grave et immédiat, eh bien il y a des retenues sur salaire et ça c'est la loi. Tous les billets seront remboursés à 100% et grande nouveauté, un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros sera créé pour compenser les dommages exceptionnels subis par les usagers. Avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Alain Marc, bienvenue. Sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, vice-président de la commission des lois. Bruno Poncet, bienvenue. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bruno Gazo est également avec nous, bienvenue. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et Marc Fressos, bienvenue. Vous êtes journaliste spécialiste des transports. Merci à tous les 4 d'être ici. Ce qui s'est passé ce week-end a pris des proportions, on peut le dire, assez importantes. Du côté des cheminots comme du côté de l'exécutif. Est-ce que pour vous, Alain Marc, ça veut dire que finalement ce mouvement va bien au-delà de l'accident qui s'est produit et des problèmes de sécurité? J'imagine qu'il va bien au-delà de cela, qu'il faille redéfinir ce qu'est un droit de retrait. Sans doute faut-il le faire, parce que, en l'occurrence, je ne sais pas si au niveau du droit de retrait, on lit tous la même chose, mais pour ce qui est du caractère effectivement urgent, immédiat, et puis de danger imminent, cela me semble quand même un petit peu... Ça a occupé pas mal de juristes tout le week-end. Bon, ça a occupé des juristes, mais au-delà de ça, je pense que sans doute faut-il se parler, et c'est sans doute l'objet de ce plateau. Mais vous savez, j'ai des exemples, y compris dans ma famille, ce week-end, des gens qui souhaitaient partir en vacances et qui devaient se rendre à Paris et qui, pour le coup, se sont rendus à la gare SNCF, et à la gare SNCF, on n'était pas fichu de leur dire quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un vrai problème. Il y a le problème du droit de retrait, il y a aussi le problème de l'information à laquelle on droit. C'est un mouvement qui c'est lié, c'est pas lié. Donc mais même si les particuliers, vous savez, à l'heure de l'informatique, on doit être capable, dans une gare SNCF aujourd'hui, de renseigner les usagers et de leur dire si un train est disponible ou s'il ne l'est pas, et s'il faut prendre des dispositions pour que l'on puisse se rendre, par exemple, à Paris, dans de bonnes conditions. À la question, est-ce que ça va au-delà de cet accident qui s'est produit, Bruno Poncet, je voudrais vous lire l'interprétation d'un éditorialiste, Nicolas Bétou, sur Europe 1. Voilà ce qu'il nous dit. Le fait qu'Édouard Philippe lui-même se soit déplacé en pleine grève pour la condamner, c'est exceptionnel. Et ça dit bien à quel point le gouvernement a compris que le motif essentiel de la grève n'était pas dans cet accident, aussi regrettable qu'il soit, et que c'est une grève d'avertissement.
Qu'est-ce que vous nous dites? Que c'est pas du tout une grève d'avertissement ou qu'effectivement, au fond, il y a cette réforme des retraites en ligne de mire et qu'on a un passif avec cet exécutif et qu'on a envie de faire des grèves et de montrer notre mécontentement? Mais pas du tout. Déjà, c'est pas une grève, c'est un droit de retrait. C'est individuel, c'est-à-dire que chaque cheminot, à sa prise de service, décide s'il trouve qu'il ne va pas être en sécurité dans son travail, de se mettre en droit de retrait. Et il reste sur place, il ne rentre pas chez lui regarder la télé, il reste bien sur... Vous voulez dire que chacun individuellement, sans se concerter, ont tous décidé à l'issue de cet accident de ne pas se rendre au travail, mais de ne pas travailler? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'accident a lieu le mercredi soir. La SNCF cache l'accident. Parce que normalement, quand il y a des accidents graves comme ça, ça aurait pu être un accident mortel. Il faut quand même voir un petit peu la gravité, puis quand vous voyez l'état de la loque et tout le reste. Et donc la SNCF a caché l'information. On l'a eu que la journée de jeudi. Ça a commencé à monter, et moi, mes collègues qui se battent contre le AS depuis des années, qui se battent contre ce système-là, qui trouvent qu'ils ne sont pas en sécurité, que les passagers ne sont pas en sécurité, et nous l'ont dit tous ce week-end. Ce matin, il y avait quand même un sondage qui disait que plus de 50% des gens étaient d'accord avec... Mais alors, juste très honnêtement, très honnêtement, entre vous et moi, vous nous dites que ça n'est lié qu'à cet accident et qu'il n'y a rien au fond. Il n'y a pas la réforme des retraites en ligne de mire. Moi, j'ai parlé au nom de Sudrail. Là-dessus, c'est clair. Et nous, à Sudrail, on n'a à aucun moment donné instrumentalisé ce droit de retrait. Nous, on a accompagné les cheminots qui avaient besoin d'informations là-dessus, mais nous, à aucun moment donné, et vous pouvez regarder nos publications, on en a fait 5 depuis vendredi ou depuis jeudi, à aucun moment donné, on a instrumentalisé le droit de retrait. Moi, je trouve ça inadmissible d'instrumentaliser un droit de retrait où il y a eu des blessés, il y aurait même pu avoir des morts. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Non, mais c'est votre discours officiel, on l'entend bien. Et surtout, moi, je veux dire, il n'y a aucun lien avec le 5 décembre. On n'a pas besoin... Enfin, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'accident et que le 5 décembre, on continue à le construire autrement. Bruno Gazeau, quand vous entendez cela, vous dites, bon, effectivement, peut-être que ça n'a rien à voir avec le climat social et les tensions entre le gouvernement et les cheminots. Disons que là, le mouvement qui est parti était celui du droit de retrait. Moi, j'observe que quand on regarde les procédures du droit de retrait et du droit de grève, elles ne sont pas les mêmes comme conséquence pour l'usager. Dans un cas, il y a un avertissement préalable, une négociation, une déclaration, un plan de transport, une information des voyageurs, même si ce n'est pas parfait, parce que la SNCF, même dans la dernière grève, sortait les plans de transport 12 heures avant et pas 24 heures avant. Enfin, il y avait quand même une information. L'usager peut prendre les devants et se préparer. Là, les usagers ont été mis devant le fait accompli subitement. C'est ça qui est terrible. Et c'est vécu comme une manque de respect quand même. Je le dis parce que vous parlez souvent de respect, mais la violence de la soudaineté. De la soudaineté, c'est très dur à vivre. Les gens l'ont mal vécu quand même. Marc Fressos. Je pense que évidemment, il y a plusieurs choses en toile de fond. Et dire que c'est juste un accident de passage à niveau qui a mis le feu aux poudres, c'est un peu court. Enfin, on peut dire droit de retrait pour le droit de retraite. Évidemment, si on fait un jeu de mots, c'est que en toile de fond arrive la réforme de retraite. Mais tout le monde en est persuadé, mais M. Poncet nous dit ici sur ce plateau, il y a aussi, oui, parce que c'est un peu le jeu. Mais il y a aussi, au 1er janvier, une grosse réforme de la SNCF, un grand chamboulement, puisque à partir du 1er janvier, la SNCF devient une société anonyme. Les agents SNCF ne seront plus recrutés sous le statut de cheminot, mais ce seront des CDI. Donc ça aussi, c'est assez traumatisant. Et puis, je dois dire aussi qu'il y a un moment précis là, durant lequel ce droit de retrait arrive, c'est qu'il y a un interrègne au sein de la SNCF, à la tête de la SNCF. C'est-à-dire que le président qui est en poste depuis une dizaine d'années, Guillaume Pépi, voit son mandat s'achever dans les semaines qui viennent. Et le 1er novembre, un nouveau président arrive qui s'appelle Jean-Pierre Farandou. Et Jean-Pierre Farandou... donc c'est une manière de marquer son territoire, c'est une manière même d'adhérer au discours de Jean-Pierre Farandou, de façon un peu particulière, puisqu'il a été auditionné, avant d'entrer en fonction, il a été auditionné devant le Parlement, le Sénat notamment, et il a dit « je vais remettre le ferroviaire au centre du jeu, c'est-à-dire je vais conforter l'ADN de la SNCF et je vais peut-être corriger les défauts que Guillaume Pépi a laissé se développer. » Donc les cheminots disent « ok, on chiche ». Dans ce climat, est-ce qu'il faut s'attendre à un hiver social chargé et tendu? Parce que je ne vous cache pas que les usagers notamment se posent la question. Avant de vous poser la question, je voudrais qu'on interroge Fabien Gay, sénateur communiste, est en salle des conférences avec vous, Fanny Conquis. Fabien Gay, merci d'être avec nous sur Public Sénat. On le sait, il y a déjà une manifestation qui est prévue le 5 décembre prochain à l'appel de plusieurs syndicats. Est-ce qu'il faut se préparer à un hiver social chargé? Certainement, mais ça dépend du gouvernement. Parce que je rappelle que ce qui s'est joué là n'est pas une grève inopinée, comme on a entendu de la part du gouvernement ou la direction de la SNCF.
Bien sûr, ce gouvernement détruit le Code du travail. Il avait même oublié qu'il est resté encore quelques pages, notamment la question de l'article L4131-1 sur le droit de retrait. Donc ce qu'ont fait les cheminots, c'est un droit de retrait sur nos questions de sécurité, pour nous les usagers, et pour eux en tant que cheminots. Parce que je rappelle que mercredi dernier, c'est un accident grave qu'il y a eu. Il y a eu 11 blessés, dont le cheminot qui s'est retrouvé tout seul et qui a dû assurer la sécurité pour tout le monde, et il aurait pu avoir un suraccident. Donc aujourd'hui, on a eu quand même un gouvernement, une direction qui n'a pas voulu répondre aux questions de sécurité, qui a joué avec le feu, qui a voulu enflammer les choses. Donc les cheminots ont fait jouer naturellement leur droit de retrait et ils ont annoncé que le 5 décembre, ils seraient en grève. Voilà, et là la question, ce sera la réforme des retraites notamment. Non, je crois qu'ils l'ont dit que ça serait la question aussi de la sécurité. Et la sécurité avant tout. Les réformes successives qu'on a eues depuis maintenant tant d'années, dont la dernière qui préparait l'ouverture à la concurrence et la privatisation future de la SNCF, rogne sur quoi? Rogne sur notre sécurité au quotidien. Mais quand je dis ça, ce n'est pas les grèves ou le droit de retrait qui pénalisent les usagers au quotidien. Moi, je suis usager du RERB. Chaque jour, quand je prends le RERB à Blanc-Ménil, il n'y a aucun agent dans la gare. Un jour sur deux. C'est ça que les gens et les usagers voient au quotidien dans les TER partout. Et cette question sociale, notamment la sécurité, va mobiliser pour vous début décembre? Est-ce qu'il faut s'attendre à une très forte mobilisation? Mais c'est aux cheminots et à leurs syndicats d'y répondre. Mais a priori, vu le droit de retrait tel qu'il a été fait pendant 3 jours, j'imagine qu'ils seront nombreuses et nombreux dans la rue le 5 décembre prochain. Il y aura aussi la question de la réforme des retraites. Oui, après il y a beaucoup de questions sociales qui viennent, notamment la réforme des retraites, et de vouloir opposer salariés du public, salariés du privé, en disant que ça serait les cheminots qui seraient forcément aujourd'hui des hommes et des femmes qui seraient des privilégiés. Mais les privilégiés, c'est pas un homme ou une femme qui travaille à 1 500 € et qui ne rentre qu'un week-end par mois chez lui. Ce sont les banquiers, ce sont les grands patrons du CAC 40, ce sont les 1% de ceux qui nous dirigent et qui font des milliards quand nous, le plus grand nombre, est en train de travailler pour petit. Et donc, bien sûr, ces questions sociales seront à l'ordre du jour le 5 décembre. Merci Fabien Gay d'avoir répondu à nos questions sur Public Sénat. Et merci à vous Fanny Conqui pour cette interview en salle des conférences au Sénat. Alain Marc, c'est le gouvernement qui enflamme les choses. Et si il y a un hiver social tendu, ce sera de la faute du gouvernement? Franchement, je me crois revenu 40 ans en arrière lorsque j'écoutais Georges Marchais, que j'étais gamin. Et d'ailleurs, je me régalais parce qu'il y avait des bonnes passes d'armes à la télévision. Et là, franchement, on se fiche des gens, quoi. On se fiche des gens parce que je crois qu'il faut se mettre à la place des usagers. Et j'ai bien entendu monsieur qui disait que les cheminots, lors du droit de retrait, restaient à leur poste. Alors, il aurait été intelligent, me semble-t-il, et sympathique au moins de les tenir au courant de ce qui se passait. Parce que ce qu'on reproche, c'est pas le fait d'avoir fait le droit de retrait, d'avoir usé de leur droit de retrait ou de faire grève. C'est le fait de ne pas être informé. Et il y a des gens, encore une fois, que je connais très bien, de ma famille, qui devaient venir ici et qui ont eu toutes les peines du monde. Alors ils ont réussi grâce à Air France, à des plans B. Mais enfin, c'est assez compliqué et assez décevant de la part de gens qui avaient aussi des rendez-vous sur Paris ou ailleurs, d'ailleurs en France, et qui n'ont pas pu se déplacer. C'est ça que nous reprochons. C'est pas tellement après droit de retrait ou droit de grève, bon ça, les juristes trancheront ou d'autres. Mais au-delà de ça, moi je voudrais savoir s'il faut s'attendre, Bruno Poncet, peut-être un hiver social très chargé. Est-ce que vous sentez autour de vous que la tension est en train de monter, qu'il y a une espèce de rancune? Juste, je vous lis dans le journal La Montagne, attention, cette grève peut en cacher une autre. La peur des agents en matière de sécurité ne suffit pas à expliquer le mouvement. Ces peurs sont celles d'un corps social cheminot à fleur de peau et qui saisit l'occasion de montrer au gouvernement ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que le corps social des cheminots est à fleur de peau et est-ce que ça veut dire que l'hiver social sera chargé, tendu? Là, juste sur ce week-end, vous vous rendez compte que... Oui, non, je voudrais qu'on aille un peu au-delà de ce qui s'est passé ce week-end. Vous allez voir ce que je vais vous dire, on est en plein dedans. Ce week-end, vous avez comme le gouvernement et l'ex-futur PDG de l'entreprise qui descendent et qui stigmatisent les cheminots qui font leur droit de retrait. Et bien, juste derrière, dans la région PACA, un conducteur allant faire son train s'est vu agressé par un futur passager. Et donc, parce qu'à un moment donné, vous les ciblez. Quand on vous parle du corps social cheminot à fleur de peau, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, vous avez un président qui représente Brétigny,
Ecversheim, 50 suicides par an à la SNCF, et qui se permet de dire encore une fois, de remettre de l'huile sur le feu. Parler de Guillaume Pépin, le président de la SNCF. Et ce matin, il a quand même dit qu'il aimait les cheminots. Les cheminots ne l'aiment pas. Ça fait des années qu'il les détruit, leur métier et leurs conditions de travail. Ouais. Et là, moi, je ne vais pas présager de l'avenir. Moi, c'est pas mon rôle. Là, sur l'histoire de... Oui, mais vous sentez bien autour de vous si la tension est en train de monter. Si on vous dit le 5 décembre, on sera très nombreux. Et je pense que vous, dans votre journal, quand vous voyez ce qui se passe au Chili, en Espagne, partout, vous sentez à un moment donné que ça monte partout. Nous, en France, ça fait quand même des mois et des mois que ça monte. Ou à un moment donné, moi, je comprends pas que des gens en responsabilité, mais comme on peut en avoir tout le temps, mettent de l'huile sur le feu. Il serait quand même temps, à un moment donné. Là, aujourd'hui, si le droit de retrait est appliqué comme ça, c'est que quand on a rencontré l'entreprise vendredi et qu'ils ont dit, voilà, on a des mesures, ils ont mis des mesures sur la table qui n'ont rien à voir avec ce qu'on venait. À aucun moment donné, ils ont dit, écoutez, on va remettre des contrôleurs rapidement dans les trains et on va faire un Rex de tout ça, un retour d'expérience, on va regarder. Non, eux, c'est très bien ce qu'on fait, vous inquiétez pas. Mais moi, aujourd'hui, et ce matin, j'ai discuté encore avec des gens dans le train, parce que moi, je prends le train aussi. Moi aussi, ce week-end, j'ai été bloqué. Ouais. Vous êtes aussi un usager. Moi, je suis un usager, et alors, moi, j'aime le train, en plus, je travaille dedans. Mais aujourd'hui, l'histoire, c'est qu'on parle avec les gens ne prennent pas certains trains. Vous avez des agressions caractérisées dans les trains. Dans la région sud-est, vous avez quand même eu des viols dans des trains de nuit où il n'y avait personne, pas de contrôleur, rien du tout. Donc à un moment donné, il faut remettre ça en place. Et je ne suis pas sûr que moi, les gens, quand vous mettez les choses l'une à face de l'autre, les gens ne vont pas vous dire oui, effectivement, ils ont raison parce que moi, j'ai dans certains trains où il y a personne. En fait, usagers cheminots, même combat, quoi. Exactement. Vous me dites, Bruno Gazon. C'est-à-dire qu'on sent clairement qu'en ce moment, il y a des problèmes à la SNCF. Et peut-être que les syndicats posent le problème de la sécurité. Plus largement, c'est celui de la présence humaine. Ouais. Parce que, alors, dans les trains, il y a différents types de trains. Je pense qu'il y a des trains où il n'y a pas besoin. Dans les TGV, il y a déjà des contrôleurs. En milieu très dense, pratiquement partout en Europe, il n'y a qu'une personne dans le train, mais c'est parce que le train s'arrête toutes les 5 minutes, donc c'est facile de faire accéder les gendarmes ou n'importe qui. En milieu rural, c'est beaucoup plus difficile, ou en périurbain, c'est beaucoup plus difficile. Et puis aussi la présence en gare, parce que quand même, on supprime beaucoup de gares, enfin, on ne ferme pas des gares, on ferme des horaires. On ferme beaucoup de guichets aussi. Donc on essaye de réduire les coûts de la SNCF de cette façon-là. Et puis la SNCF, elle a à faire face aussi au fait que la fréquentation augmente. Quand même, elle a augmenté de 7% l'an dernier, de 7% cette année. En moyenne, ça fait presque 15%. Donc ça ne suit pas. Quelle est la branche industrielle qui connaît cette croissance et qui n'a pas de moyens ? C'est pas possible. Il faut donner des moyens à la SNCF. Donc voilà, ça c'est très important, quoi. Et il y a une demande de mobilité, il y a une demande de sécurité. Et moi, je suis bien placé parce qu'on défend les usagers, donc leur sécurité. Sa première priorité d'un président de fédération, c'est de défendre la sécurité. Mais il y a aussi de répondre à la demande de mobilité qui est très forte et de non-dépendance à l'automobile qui s'est manifestée quand même partout. Donc là, on peut pas, il faut arrêter de fermer les choses. C'est vrai qu'on nous demande de politique prendre la voiture et ça suffit. à la hauteur. Ça suffit, la politique malthusienne. Je pense que derrière tout ça, on en revient toujours à la question des moyens financiers. Pour faire fonctionner la SNCF, il faut de l'argent. Et jusqu'à présent, on avait établi que l'inflation, la hausse des coûts au sein de la SNCF était de 3% par an, c'est-à-dire le double de l'inflation normale. Et justement, alors il y a une réforme qui arrive, il y a un gouvernement qui a eu le courage, on peut dire, de poser un peu les choses sur la table et de dire on va essayer de changer les choses. Et on va essayer de remettre sur pied la SNCF, sachant qu'en contrepartie, on prend 35 milliards d'euros de dette de la SNCF. C'est le contribuable qui la reprend. Et en échange, on va essayer de faire mieux. Et du coup, il y a la fin du recrutement au statut. Il y a aussi l'ouverture à la concurrence dans les TER. C'est-à-dire que les régions vont pouvoir mettre en appel d'offres plusieurs... Alors ça ne plaît pas du tout aux cheminots, mais il y a quand même l'exemple allemand où le marché du TER a été ouvert à la concurrence depuis 1995. Alors on ne va pas refaire la réforme. Elle a eu lieu, effectivement. C'était peut-être une couleuvre avalée par les cheminots, mais elle est faite. Ça explique aussi, aussi le malaise, qu'il y a un véritable malaise à la SNCF. Tout ça n'arriverait pas si tout allait bien. Et il y a eu une perte de sens dans l'organisation de la SNCF. La direction n'a sans doute pas bien expliqué le sens et a multiplié les réformes et a surtout divisé les cheminots au sein de la SNCF. Et on l'a dit, cette grève a été très soudaine pour les usagers. Du coup, elle a provoqué pas mal de... C'est pas une grève, c'est un droit de... Ah oui, pardon, vous avez raison. Attention. Non, vous avez bien raison, c'est vrai. Vous avez raison de me reprendre, c'est pas du tout une grève. En tout cas, pas dans le discours syndical, vous avez raison. Donc ce droit de retrait a été très soudain pour les usagers, vous avez bien fait de me le dire. Du coup, ça a provoqué pas mal de colère et d'incompréhension, ça c'est vrai, parmi les usagers. 2 journaux se sont fait l'écho de cette colère. Le Figaro, réagissant aux poursuites judiciaires envisagées par Édouard Philippe, qui lance des poursuites, nous dit
Le Quotidien. Le Premier ministre rendrait ainsi service aux Français autant qu'à lui-même. Voilà ce que nous dit Le Figaro. Même tonalité dans le journal L'Opinion. À quand la fin de la complaisance par procuration alors que l'action syndicale est dévoyée et l'état de droit bafoué? Philippe Dallier, ce matin sur Public Sénat, n'a pas caché lui non plus sa colère. Il était l'invité de Bonjour chez vous avec Oriane Mancini. On l'écoute et je vous fais réagir après. Donc abus de droit, vous dites. Oui, abus de droit, parce que le droit de retrait, il est quand même très encadré et considéré que partout en France, effectivement, on pourrait stopper le travail sans préavis pour effectivement manifester son opposition à une situation et à un incident qui a été relativement grave, je n'en disconviens pas, mais ceci étant dit, ce ne sont pas des méthodes, et je rêve du jour où dans ce pays, on pourra avoir effectivement un dialogue social et des relations employeurs-salariés qui soient beaucoup plus apaisées et responsables que cela. Et moi, c'est sur ce dernier point que j'ai envie de vous interroger, Bruno Poncet, sur ce dialogue social qui a l'air d'être impossible aux yeux de Philippe Dallier. Est-ce qu'il a un peu raison? Est-ce que le dialogue social est compliqué en France, voire impossible? Oui, effectivement. Et c'est ce qu'on vit nous tous les jours et ce que vivent la plupart des gens des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut comprendre un dialogue social si à un moment donné, on vous amène un projet sur du long terme, en vous faisant adhérer. Et en vous disant, voilà, on va faire comme ça, l'entreprise va mal, 35 milliards de dettes, 40. Bon, c'est pas dette des cheminots, c'est dette de la SNCF. Mais bon, voilà, on a un projet économique, social. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on nous dit, ça va être comme ça. On nous dit, par exemple, blanc le lundi, et le mardi, ils font noir, et le mercredi, c'est gris. Et à un moment donné, quand vous venez les voir en disant, non, mais c'est pas possible, faites attention. Non, mais c'est pas grave. Nous, ça fait quand même des années qu'on relève la souffrance au travail de nos collègues. On a quand même plus de 50 suicides par an à la SNCF. Liés au travail, parce qu'il faut pas croire, quelqu'un qui jette sous un train au pied de la direction, je pense que c'est avéré. Et bien, derrière, l'entreprise, elle s'en fout. Elle veut mettre la poussière sous la pied, elle dit, non, moi, on va rien, on ne tient pas de cette situation. Donc, il y a une rupture de confiance entre... depuis des années. Ouais, depuis des années. Et en plus, ils continuent là-dessus. Là, vendredi, on va les voir. 5 heures de réunion pour accoucher d'une souris. On a autre chose à faire. Enfin, réellement, à un moment donné, on doit répondre aux questionnements des usagers et des cheminots. C'est pas possible de laisser ça. Enfin, moi, j'entendais monsieur tout à l'heure qui disait quand sa famille dans l'Aveyron a peiné. C'est déjà bien qu'ils aient trouvé quelqu'un pour leur parler dans une gare de l'Aveyron, en toute franchise. Non, il n'y avait personne pour leur parler. On est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a déshumanisé les gares. Non, c'était à Rodez, et à Rodez, normalement, il y a du monde. Mais ce qu'il vous dit, c'est qu'en gros, eux aussi en souffrent, et ils ont bien conscience que les usagers en souffrent, mais pour eux, c'est la direction le problème. Revenons vraiment, c'est intéressant ce que nous dit ce dialogue social impossible. Le dialogue social est absolument indispensable, parce que écoutez, moi, ce que j'ai entendu, c'est que je ne voudrais pas, quand vous parlez d'un hiver qui sera chaud, socialement, moi, ce que je ne voudrais absolument pas, c'est qu'un jour, il y ait une rébellion des usagers contre les cheminots. Parce que justement, si le droit de retrait... Allez, on va le dire, droit de retrait ou grève, comme le disait madame, après, sans le vouloir, vous avez retiré. Mais si ça revenait trop souvent, moi, je ne peux pas préjuger de ce qui va arriver dans les gares, y compris avec vos collègues. Donc si on veut, les uns et les autres, quand même, la paix sociale dans ce pays, il faut vraiment qu'il y ait en face du dialogue social. Ça me paraît essentiel. De conducteurs, oui, mais si vous voulez, il y a des gens très, très, très énervés, il y a des gens qui doivent se rendre à des rendez-vous. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Bruno Gazo, mais je ne voudrais pas qu'il y ait cela. Donc moi, j'appelle surtout un meilleur dialogue social et à ce qu'on arrive à des solutions. Parce que sinon, je vous dis encore, on risque d'avoir des incidents très très graves. Alors pour le coup, ils ne seront pas sur les lignes, mais ils seront entre les usagers et les cheminots. Et si c'est ce qu'on a, j'appelle à la responsabilité de tous, tout simplement. On le voit, c'est tendu. De toute façon, au moment des droits de retrait ou des grèves entre usagers, évidemment, quand les rames sont bondées, Bruno Gazo. On est un peu surpris sur les questions du dialogue social au sein de l'entreprise. De l'extérieur, ça paraît surprenant. Si on prend le problème de la sécurité, ça ne se traite pas sur un week-end, sur un coin de table. C'est pas possible. Il faut que ça inscrire ça dans un agenda. Il faut de l'expertise. Il faut des rapports contradictoires. Enfin, vous le savez bien, la sécurité, il faut des gens compétents à la SNCF. Il faut un EPSF qui fasse son boulot. Qui lui soit répandu quand il fait des remarques. Et puis il faut des benchmarks européens, parce que si la France, on n'a qu'une entreprise ferroviaire pour l'essentiel, les autres ne sont pas encore tout à fait arrivés, mais on a quand même des comparaisons avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, etc. Donc il y a un savoir ferroviaire qui quand même peut permettre de progresser. Donc, ça, c'est très surprenant. Marc Fressos, historiquement, le dialogue social, c'est vrai qu'il est compliqué en France. Existe-t-il encore pour autant ? Il est compliqué. Enfin, le dialogue social au sein de la SNCF et dans la branche ferroviaire, ça ressemble un peu aux discussions du Brexit, c'est-à-dire que c'est interminable. Les avancées sont assez limitées. Et finalement, il y a aussi un manque de sens.
Et on a l'impression que ça... Alors, ce qui me frappait, c'est qu'on disait à la SNCF, la gréviculture, c'est terminé. Alors bon, c'est plus une grève, justement. C'est un droit de retrait, donc l'effet est le même. Peut-être une réaction, Bruno Poncet. Je voudrais attirer votre attention sur cette enquête Ipsos pour le Cevipof. Elle date de juillet dernier, donc c'est relativement récent. Et voilà ce qu'il en ressort, et ce sera le mot de la fin. Pour 76% des sondés, le dialogue social existe. Mais pour 72%, il ne fonctionne pas bien. Et pour 52%, il n'est pas efficace. Une réaction peut-être à ce chiffre avant qu'on se quitte ? Oui, on est un peu dans... Je pense qu'il y a une espèce d'idéalisation du dialogue social, mais il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais il n'y en a pas. Que nous, monsieur dit qu'il faut qu'on s'inquiète peut-être un peu pour nous, parce qu'à un moment, on va se retrouver face aux usagers. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, vous, votre corps de métier à vous, le vôtre aussi, est menacé. Parce qu'à un moment donné, alors ce qu'on peut appeler des élites, moi, je ne suis pas une élite. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, autour de moi, tous les gens s'énervent, et à force de mettre de l'huile sur le feu. Mais comme on le voit à l'intervention de Pépi et d'Édouard Philippe, vous mettez de l'huile sur le feu. Eh bien, vous, si vous avez les moyens d'avoir des gardes du corps, moi, mes collègues cheminots, on ne peut pas. Et vous, c'est pareil, vous n'avez peut-être pas les moyens. Donc à un moment donné, nous, on va se retrouver face à des gens qui vont être en colère, mais on sera tous pareils. Parce qu'à un moment donné, on met tout le monde dans le même sac en disant, regardez, eux, ils se foutent de nous, machin. Moi, je pense qu'il serait peut-être temps qu'à la tête de l'État et partout, dans toutes les strates, on remette de l'humain, on remette de l'empathie entre les gens en disant, voilà, on est tous dans la même galère, ça serait bien qu'on fasse les choses correctement. Et des discours apaisants. Voilà, surtout. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. ALPL continue. Notre match des idées, il va donc opposer dans un instant Nathalie Moret à Pierre Jacquemin. On va parler politique et stratégie. Ce qui se passe à droite est intéressant. Le rassembleur Christian Jacob a pris les rênes du parti LR il y a tout juste quelques jours. Pourtant, c'est Bruno Retailleau qui fait des propositions, qui donne son point de vue dans beaucoup de médias sur deux sujets, principalement le communautarisme et la radicalisation. Le parti a-t-il donc choisi sa ligne? Est-ce bien celle de la droite sénatoriale? On va se poser ces questions avec nos invités. D'abord, les explications de Cécile Sixou. Aux dernières européennes, on les disait moribonds, mais en une semaine, les LR semblent avoir repris du poil de la bête. Ils reviennent en force dans le débat public en proposant des lois ou des commissions d'enquête sur des thématiques qui font leur identité. Il y a la proposition d'un texte sur l'interdiction du port du voile par les accompagnatrices scolaires, une commission d'enquête sur la radicalisation ou dernière en date, la loi que proposera Bruno Retailleau sur l'interdiction des listes communautaristes aux élections. Pour le politologue Benjamin Morel, il s'agit, à quelques mois des municipales, de reprendre la main sur son électorat. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières européennes, l'électorat de centre-droit a basculé pour une grande partie d'entre lui chez Emmanuel Macron, sur la liste menée par Nathalie Loiseau, et qu'une autre partie a voté utile contre Emmanuel Macron pour la liste de Jordan Bardella. Eh bien, il s'agit pour la droite, d'une certaine façon, de s'adresser à ses électeurs en les ramenant à ce qui fait une forme d'identité de cette droite-là. Une stratégie pour retrouver ses électeurs qu'avait tenté Laurent Wauquiez, mais qui n'avait pas porté ses fruits. La présidence Laurent Wauquiez, au-delà même des thématiques qu'il abordait, était contestée. Et donc pour une partie de ses adversaires, lui reprocher ces thématiques, c'était également une façon de le contester en interne. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même schéma. On a un parti sans vrai chef, sans présidentiable affirmé, on va dire, à la tête du parti. Donc à partir de là, il peut y avoir des discours de LR pour lesquels certains présidentiables ne s'engageront pas, mais qu'ils peuvent laisser couler avec l'idée qu'en le contestant, ils ne contestent pas un futur concurrent. La droite semble aussi profiter des divisions que provoquent ces thématiques, et principalement celle du voile au sein de la majorité présidentielle, mais aussi du vide laissé par Emmanuel Macron sur les questions de laïcité et d'islam. Le président avait promis un discours à l'automne dernier qui a été repoussé à cause des Gilets jaunes. Et avec nous donc pour ce match des idées, Nathalie Moret, bonsoir. Bienvenue, journaliste politique au groupe EBRA, et Pierre Jacquemin, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard, auteur de Ils ont tué la gauche. Merci à tous les deux d'être ici. À la lueur de tout ce qu'on vient de voir, Pierre Jacquemin, vous diriez que la droite sénatoriale a durci sa ligne, est en train de durcir sa ligne ? Oui, plus généralement, d'ailleurs, j'aurais presque envie de dire que, d'une manière générale, l'ensemble de l'échiquier politique est en train de durcir sa ligne. C'est Marine Le Pen qui donne le ton, et évidemment, hélas, d'ailleurs, le gouvernement le premier tombe dans le panneau à essayer de répondre aux problématiques de Marine Le Pen par les réponses que Marine Le Pen apporte elle-même. Fermeture des frontières, loi liberticide, loi antiterroriste, débat sur l'immigration, organisé à l'Assemblée nationale. C'est elle qui est en train d'imposer le tempo, et là où je trouve que la droite aurait eu tout intérêt, effectivement,
effectivement à repenser son logiciel politique, en tout cas sa doctrine et sa colonne vertébrale, c'était sans doute vers un retour justement à la droite sociale humaniste telle qu'on a pu la connaître sous Chirac ou même sous De Gaulle, la droite gaulliste. Et aujourd'hui, je crains qu'effectivement la stratégie qui consiste à courir derrière les pas de Marine Le Pen n'a pas été franchement couronnée de succès, notamment aux dernières élections européennes. On a bien vu que la stratégie qui était celle de François-Xavier Bellamy, qui était une stratégie très conservatrice, très anti presque européenne, hein, parce que c'était même ça qui était question, c'est de ça dont il était question dans le débat. On ne peut pas dire que ça a été très, très, très important. Ensuite, j'entends effectivement les parlementaires, et notamment la sénatrice qui a voulu déposer une loi dans le cadre du débat qui a eu lieu autour de la question du voile, pour interdire notamment les femmes qui portent un voile. Ça avait été voté au Sénat. Hein, oui, ça a été voté. Mais justement, pour interdire les femmes de sortie scolaire, je trouve que c'est ne pas connaître les réalités des quartiers. Il y a certains quartiers où il n'y aurait pas de sortie scolaire si les femmes, en l'occurrence de confession musulmane, qui portent le voile. Cette proposition, que ce soit les mairies qui proposent des accompagnateurs et plus de parents. Oui, mais donc ça dépend de quelle société on a envie. Mais si on veut une société qui exclut plutôt qu'une société qui intègre et qui fait participer l'ensemble des citoyens justement à ce que doit être l'école extrascolaire, je pense que voilà, c'est de ça dont il est question, mais la manière dont on stigmatise encore une fois les femmes voilées sans leur laisser d'ailleurs la parole, parce qu'on les a quand même très peu entendues dans ce débat, est assez problématique, et surtout ça les met en danger. Ouais, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, à savoir que les femmes voilées, et particulièrement les mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires, ce sont les seules que nous n'avons pas entendues depuis 15 jours. Moi, ça me pose un problème, personnellement. Et effectivement, j'irai aussi dans votre sens en disant que c'est une méconnaissance du terrain, puisque les sorties scolaires, depuis 2004, encadrées, donc la loi de 2004 qui interdit le port du voile à l'école, sont encadrées de façon très régulière par des femmes qui portent le voile, et ça ne pose très objectivement aucun problème. Je pense que dans ce... Alors pourquoi cette stratégie de cette droite sénatoriale qui nous En fait, on confond deux choses, je pense. On confond le port du voile pour les sorties scolaires qui, dans l'immense majorité des cas, ne pose problème à personne. Et on confond ça, ce fait-là, avec le fait qu'il y a une montée des communautarismes dans plusieurs quartiers. L'un n'est pas le symptôme de l'autre. Mais non, parce que encore une fois, ça se passe bien depuis 2004. Donc, et il faut décorréler ça, le fait que ça se passe bien, du fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile, et comme étant le signe d'une radicalisation certaine dans certains quartiers. Mais ce sont deux choses différentes, et forcément qui appellent des solutions différentes. Et comme c'est un débat extrêmement touchy, on ne peut pas en parler dans la société française sans hystériser le débat. Or, il me semble que ce sont des sujets suffisamment graves où on a besoin justement de se poser et d'observer les choses. D'où cette question sur cette prise de position un peu étonnante de la droite sénatoriale qui semble durcir cette ligne, alors que c'était un peu la ligne Wauquiez qu'on pensait qu'on avait tourné C'est pas très étonnant, il y a deux choses. Il y a d'abord, la droite est un parti, au sens le parti LR est un parti complètement à terre. Je vous rappelle qu'ils ont fait 48% du jamais vu aux dernières élections européennes, et que le nouveau patron, c'est Christian Jacob, qui est très étiqueté Assemblée nationale, et en face, il y a quelqu'un qui n'a pas candidaté pour être patron du parti, qui s'appelle Bruno Retailleau, qui est ici patron des sénateurs LR, et qui veut marquer son territoire, parce que lui, il n'a pas dit qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle dans 2 ans. Donc on voit clairement, il y a deux choses. Il y a d'abord un problème régalien sur lequel la droite s'est toujours exprimée, et de façon assez unanime. Oui, ils sont contre le port du voile pour les sorties scolaires. Et de l'autre, en sous-titre, il y a le leadership de la droite. Oui, Bruno Retailleau ne veut pas donner, veut pas laisser le leadership totalement à Christian Jacob. Plus que Christian Jacob, qui est quand même le nouveau patron des LR. Christian Jacob, là, il est en train d'organiser le parti. Il est élu simplement depuis 10 jours. Il a quand même beaucoup de travail dans l'exécutif à faire, l'exécutif du parti. On sent aussi quand même que la perspective des élections municipales participe aussi de cette surenchère à allez, je ne sais pas si on peut appeler ça un racisme anti-musulman, mais au moins une islamophobie rampante, et notamment dans les rangs des parlementaires. Moi, j'ai entendu Éric Ciotti expliquer que le voile était le début du terrorisme. Je ne sais plus quelle était sa phrase exacte, mais cette confusion, en fait, qui consiste à dire islam égale, voile égale islam, égale islamisme, égale terrorisme, est assez grave, ou en tout cas assez dangereuse, je pense. Mais je pense qu'effectivement, la perspective des élections municipales va contribuer à ça
ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, notamment aussi de son côté, pour le gouvernement, a bien en tête qu'il y a une centaine de villes, notamment des grandes villes de France de plus de 100 000 habitants, je crois que c'est Perpignan, qui pourrait basculer à l'extrême droite, qui pourrait basculer dans les mains de Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui se joue derrière tout ça, et donc il faut montrer qu'on serait plus responsable. Il n'est pas tombé dans la surenchère concernant le voile des accompagnatrices scolaires. Pour le coup, il s'est bien prononcé contre Emmanuel Macron. Certes, il s'est prononcé contre avec quand même quelques péripéties, ou en tout cas quelques prises de parole individuelles, que ce soit des parlementaires avec Aurore Berger ou Jean-Michel Blanquer, qui alimentent un débat qui n'est pas un débat serein, qui n'est pas un débat que je trouve, en tout cas le débat est pris par le petit bout de la lordienne, c'est-à-dire considérer que le voile serait le danger imminent aujourd'hui en France, alors que la France continue de vendre des armes en Arabie Saoudite. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qui est le plus grave? Quel est le danger le plus important? Mais encore une fois, voilà, je pense que cette stratégie n'est pas la bonne, et je crains qu'à gauche, d'ailleurs, quand on entend les parlementaires, je me souviens de Marie-Noëlle Lienemann qui s'était abstenue notamment sur la proposition qui avait été faite de voter pour l'interdiction des femmes qui portent le voile pendant les sorties scolaires. Donc tout ce débat-là n'est pas apaisé, et il n'y a pas non plus d'autres voix dissonantes qui se font entendre. Donc je pense que ça laisse libre cours à tout ce débat qui consiste à dire voile égale radicalisation égale terrorisme. Et donc je pense que ça n'est pas sain, et ça n'est pas juste pour le débat, et certainement pas juste pour ces femmes qui sont mais libre de porter le voile ou pas. Il ne s'agit pas de dire on est pour ou contre le voile, il s'agit de dire on vit dans un esprit de liberté avec la loi sur la laïcité qui donc donne la permission aux femmes et qui donne le droit et la liberté des femmes de porter le voile. Il est autorisé pour les femmes qui portent un voile d'accompagner les sorties scolaires, et ça, c'est pas souvent répété, mais c'est pourtant la réalité, ça existe. Troisième et dernier thème de ce match, c'est cet appel à un pôle de gauche au sein de la majorité. Plus de 70 élus, militants, parlementaires ont signé un manifeste à lire dans le journal du dimanche, que vous avez peut-être lu. Il y a plusieurs mois déjà, on avait appris que Jean-Yves Le Drian avait été missionné pour constituer cette aile gauche de la Macronie. Eh bien, elle semble prendre forme. De quoi s'agit-il exactement? On va demander à l'un des signataires, ici même au Sénat. C'est le sénateur Xavier Iacovelli qui est à votre micro, Fanny Conquis. Xavier Iacovelli, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. Vous avez signé hier dans le journal du dimanche une tribune pour créer, je cite, un pôle de gauche indépendant de la République en marche au sein de la majorité présidentielle. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce pour créer un parti de gauche comme Agir à droite? Alors pour l'instant, la question n'est pas là. On n'en est pas à créer un parti politique. Pour l'instant, c'est une sensibilité au sein de la majorité présidentielle. On s'inscrit dans la majorité présidentielle, dans une coalition, on va dire, avec les différentes sensibilités que compose la majorité d'Emmanuel Macron. Quel est l'objectif? Pour vous, ça tangue un peu trop à droite, le parti présidentiel? Je ne dirais pas que ça tangue à droite. Je pense qu'on a besoin que ça tangue à gauche. En tout cas. Et c'est vrai qu'on a l'acte 2 du quinquennat qui est important. On voit aussi une montée des populistes, une montée de l'extrême droite. Et donc on a besoin de réaffirmer l'urgence climatique que le Premier ministre avait affirmé lors de son discours de politique générale et qui m'avait du coup poussé aussi à m'abstenir. L'urgence climatique, la montée des populistes, c'est aussi des éléments qui sont importants pour nous et qu'on souhaite défendre au sein de la majorité présidentielle. Et donc concrètement, quelle forme ça peut prendre? Un parti? Non, vous m'avez dit plutôt un mouvement? Pour l'instant, c'est un mouvement, une sensibilité au sein de la majorité présidentielle. Ce n'est pas encore un parti. Alors, on va parler de vous. Où est-ce que vous vous situez, vous, personnellement, puisque vous avez quitté le Parti Socialiste, c'est ça, vous m'avez dit hier. J'ai quitté mes responsabilités au sein du Parti Socialiste au mois de juillet dernier, suite notamment au vote d'abstention lors du discours de politique générale du Premier ministre. Et j'ai quitté officiellement, pour clarifier les choses simplement, auprès d'Olivier Faure, mon adhésion en tant que simple militant, mais j'ai démissionné donc hier auprès d'Olivier Faure. Je pense que c'était important vis-à-vis aussi des militants, vis-à-vis du parti politique qui m'a accueilli pendant 17 ans. Je le quitte avec émotion, ce parti politique. C'était ma famille politique pendant 17 ans. Et donc je pense qu'il était nécessaire de clarifier ma position. Dernière question, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de rejoindre La République En Marche, vu que vous demandez le soutien de La République En Marche pour les municipales? Vous êtes candidat à Suresnes, je le rappelle. Oui, alors moi vous savez, ce qui faisait ma particularité au sein du Parti Socialiste, c'était peut-être ma liberté de ton. Sauf que quand on est adhérent d'un parti politique, on est moins libre. Et donc en l'occurrence, moi je suis heureux d'avoir récupéré ma liberté, je m'inscris dans la majorité présidentielle, mais je reste libre. Merci Xavier Iacovelli d'avoir répondu à ma question. Merci beaucoup Fanny. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ça vous semble clair, Nathalie Moret?
Votre tête en dit long. Alors, non, je vois bien ce qu'il tente de faire, effectivement. Alors, dites-le nous, parce que c'est pas tout à fait déjà, clair. On va recommencer du début. Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 avec, grâce aux électeurs... Un socle de gauche. Grâce aux électeurs du Parti socialiste qui n'étaient pas en phase avec le programme de Benoît Hamon. Voilà. Donc on va dire plutôt l'aile droite, tous les valsistes déçus, on va dire. Il se trouve que depuis son élection, il gouverne avec des ministres issus de la droite. Le premier d'entre eux, pour ne pas le citer, Édouard Philippe, et que tout ce qu'il fait, c'est à peu près ce qu'il y avait dans le programme de tous les candidats de la primaire de la droite. Donc son socle électoral s'est un petit peu déplacé et il a un socle électoral aujourd'hui qui vient du centre droit. Pour être élu en 2022, ce socle de centre-droit ne suffira pas et il faut qu'il récupère le socle du centre-gauche. C'est ce qu'il essaye de faire et il a demandé à Jean-Yves Le Drian, qui y travaille depuis des mois, et aussi à Olivier Dussopt, qui est son secrétaire d'État à la fonction publique. On voit d'ailleurs qu'il y a énormément de signataires parmi les 76 qui ont signé, qui viennent de la région du sud-ouest, du sud-est. Il y a des gens de la Drôme, des gens de l'Ardèche, etc. Donc justement pour pour essayer de créer un réseau d'élus qui soit là en soutien à la politique d'Emmanuel Macron, comme il y a eu la même chose à droite. Christophe Béchu, qui est le maire de... Moi, je ne pourrais pas vous aider. Bon, c'est pas grave, on va trouver. On va regarder. Voilà, Laval, qui est le maire de Laval, a signé une tribune avec 72 maires en soutien LR, ou anciens LR, en soutien de la politique... Angers. Voilà, ils ont c'est pas loin, c'est pas très loin. En soutien de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, effectivement, l'Express dit s'être procuré le message envoyé sur Telegram par le secrétaire d'État, Olivier Dussopt, dont vous parliez, à des membres de la majorité pour leur expliquer un peu ce qui se passe. Et voilà ce qui est écrit. Quelques éléments sur cette initiative que Jean-Yves Le Drian et moi avons pilotée sur commande. Il s'agit de rassembler dans la majorité des élus locaux venus de la gauche et souhaitant participer à la réussite du quinquennat, entre parenthèses, comme l'a fait Christophe Béchu avec des élus de droite. Exactement. Vous l'avez lu ce SMS. Voilà. Non, j'en étais pas destinataire, mais je l'avais pas lu non plus. Mais bon, voilà, c'est assez clair, quoi. Moi, je trouve que tout ça relève assez du vieux monde, en tout cas relève d'une démarche intellectuelle assez malhonnête, parce que d'abord sur la forme, ça fait 6 mois qu'ils travaillent à rassembler des élus de gauche. Il y a plus de 35 000 communes aujourd'hui en France. Ils arrivent à réunir 75 personnes pour dire aujourd'hui il faut un pôle de gauche. Ça me paraît assez faible. Par ailleurs, je parle de malhonnêteté intellectuelle parce qu'Emmanuel Macron s'est fait élire sur le ni de droite ni de gauche, ou le et de gauche et de droite. Donc au final... On a bien vu qu'Emmanuel Macron avait quand même mené une campagne et aussi à gouverner, en tout cas à incarner une présidence de droite. Et aujourd'hui, son électorat est clairement de droite. Je ne crois pas que l'électorat de gauche, je ne crois pas que l'électorat de gauche soit en capacité aujourd'hui de se mobiliser autour. Même les valsistes, comme le disait Nathalie Moret, même cette aile droite. Tous ces gens-là, que ce soit les amis de Manuel Valls ou une bonne partie de ceux qui avaient déjà fui le Parti socialiste ou même une partie d'Europe Écologie Les Verts, avaient déjà fait, c'était déjà converti, c'était déjà plus ou moins mis en retrait du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est pas une grande... De la même manière, quand effectivement les élus de droite avaient fait avaient donné leur bénédiction à la politique d'Emmanuel Macron en quittant les Républicains, ou en tout cas en se mettant en retrait pour soutenir la politique d'Emmanuel Macron, on savait déjà qu'il y avait cette intention-là. Mais bon, pourquoi une malhonnêteté aussi? Parce qu'on voit très bien qu'un certain nombre de ces élus vont briguer des mairies dans les prochaines élections municipales. Et que donc ils ont tout intérêt, en tout cas au titre de leur élection, à se revendiquer d'une politique qui est celle d'Emmanuel Macron, puisque ça va être un déploiement de forces considérables qui vont pouvoir, des ministres, les accompagner, les conduire vers l'élection peut-être d'une municipalité. Donc je trouve que ça fait très vieux monde. Au passage, on a un Xavier Iacovelli qui lâche le PS officiellement, qui démissionne, qui nous l'annonce. Heureusement qu'on finit par avoir un certain nombre de clarifications. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a eu au moins ce mérite-là, c'est d'avoir amené l'échiquier politique à se renouveler et il s'est tellement renouvelé qu'aujourd'hui plus personne ne sait vraiment où qui habite. Ça continue 2 ans après. Et ça continue encore 2 ans après, et ça risque de continuer encore beaucoup, je pense. Hélas, sous le feu, ou en tout cas sous la contrainte de l'opportunisme tel qu'on peut le connaître. C'est pour ça que je parle de vieux monde. Après, la seule petite, on va avoir une petite note positive pour Emmanuel Macron. C'est vrai que, quand j'ai regardé la liste des personnes
personnalité qui était en soutien maintenant dit de gauche à Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'élus locaux, ce qui lui manquait quand même beaucoup dans son entourage et qu'on lui a souvent reproché d'avoir une absence d'ancrage local. Allez, on va lui donner ce petit satisfecit, même si quand on lit aussi la tribune du JDD de ces élus dits de gauche, on voit que dans leurs priorités, il y a la question de la pression migratoire, disent-ils. Je ne sais pas de quelle pression migratoire disent-ils. Et aussi, ils souhaitent que l'Union européenne se recentre sur la question identitaire et de l'armée, ce qui ne me paraît pas relever de thématiques franchement de gauche. Nathalie Moret, pour conclure. Je pense qu'on est en train d'assister là en ce moment, et en tous les cas ce sera le cas pour les prochaines élections municipales, à peut-être la fin, mais à un épisode supplémentaire de la recomposition politique. Je pense qu'effectivement les prochaines municipales vont être un moment déterminant là-dessus. Un certain nombre d'élus locaux qui sont signataires de cette tribune ont quitté le PS, le font sans doute par calcul, au sens où ils n'auront peut-être pas de marcheurs face à eux, mais quand même ça participe de la recomposition pas de la recomposition, de la décomposition qui se poursuit du paysage politique français. Et Tam, on va d'abord voir avec vous tout de suite ce qu'il faut retenir de cette audition du PDG de Lubrizol au Sénat. Quelle a été d'abord peut-être la tonalité? Tout d'abord, ça a été une audition assez solennelle. C'est une commission d'enquête. Donc Éric Schneur, le PDG de Lubrizol, a dû prêter serment, de dire toute la vérité. C'est ce que lui a demandé le président de la commission d'enquête. Ensuite, il a eu son discours liminaire, un discours assez bien rodé, puisqu'il a dit à peu près la même chose au Sénat cet après-midi, pour commencer, qu'à l'Assemblée ce matin. Et ce discours, il tient en 3 mots. D'abord, les excuses. C'est un PDG qui a fait acte de contrition ce matin. Il a dit tout de suite qu'il présentait ses excuses aux Rouennais. Il a dit combien l'entreprise voulait réparer ses dégâts. Bref, il était désolé. Deuxième point, la proximité. Il a rappelé que Lubrizol était installé à Rouen depuis plus de 60 ans, que l'entreprise appartient au paysage rouennais, à la famille rouennaise. Il a beaucoup répété ce type de mots, qu'il était un voisin pour tout le monde. Bref, ce n'est pas une multinationale qui se fiche des Français, loin de là. Enfin, troisièmement, il a cherché à être rassurant. Rassurant à tous les niveaux. Non, il n'y a pas de danger par les substances brûlées. Non, pas de danger pour les salariés qui vont conserver leur salaire et leurs emplois. Et pas de danger non plus pour les voisins qu'ils soutiennent et qu'ils vont indemniser. Mais enfin, là-dessus, on a quand même eu très peu de détails. Oui, malgré ce discours rassurant, les sénateurs n'ont pas hésité à le titiller, à le relancer à plusieurs reprises, notamment sur les questions de danger pour la santé. Effectivement, il y a eu de très nombreuses questions à ce sujet, de la présidente, du président, de la rapporteure, de plusieurs sénateurs qui ont interrogé le PDG de Lubrizol sur la dangerosité des substances qui ont brûlé et qui ont mis plus ou moins implicitement en cause tout ce discours rassurant. Écoutez. J'avoue que je ne suis pas diplômée en chimie, donc j'ai eu beaucoup de mal à lire tout ça. C'est la raison pour laquelle je me demande si les produits chimiques qui ont brûlé ensemble n'ont pas entraîné une combustion sauvage. Et dans cette mesure-là, est-ce qu'on connaît vraiment la dangerosité du panache de fumée? Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple, dans une maison, et même dans les maisons ou des logements, les fumées peuvent être encore plus toxiques. Donc, vous l'avez entendu, selon le PDG de Lubrizol, pas plus de danger avec cet incendie d'une usine classée Seveso eau, je le rappelle, que pour l'incendie de n'importe quelle habitation. Les sénateurs ont demandé beaucoup plus de pièces précises pour poursuivre leurs investigations et aussi pour que des experts puissent travailler dessus. D'autant plus, Tam, que cet accident n'était pas le premier dans le groupe, loin de là. Effectivement, il a aussi été interrogé sur les accidents qui ont marqué l'histoire du groupe et il a égrené de très nombreux accidents. Il a dû notamment s'expliquer sur l'accident qu'il y a eu en 2013, déjà dans cette usine de Rouen. Écoutez cet échange avec le président de la commission d'enquête, Hervé Moret. Il y a eu quand même en 2013 un accident à Rouen, dans votre établissement, une fuite de gaz importante, qui a conduit à ce que la justice condamne en 2014 l'entreprise Lubrizol, considérant, je cite, qu'il y avait une série d'insuffisances dans la maîtrise des risques de la part de la société.
En 2013, il y a eu du mercaptan qui a été lynché, qui n'est pas un produit dangereux. En 2015, nous avons un site à Hambourg où il y a eu donc un incident qui a été rapidement réglé. En 2018, en Belgique, nous avons eu un tuyau qui a été percé. Nous avons également eu un incendie en Pennsylvanie sur un site en 2017. Donc, si je résume, 2013, 2015, 2017, 2018, maintenant 2019, on est donc quasiment à un accident par an. On peut légitimement s'interroger sur la façon dont sont suivis les protocoles de sécurité dans cette usine. Donc finalement, si je comprends bien, beaucoup de questions de la part des sénateurs, mais les réponses ? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions de sénateurs qui ont été très offensifs, on ne pouvait pas tout mettre, mais je citerai aussi Jean-Claude Tissot, socialiste, qui a parlé de catastrophe écologique et qui s'est étonné face à l'optimisme de l'industriel. Il y a aussi eu Ronan Dantec, écologiste, qui a lui plusieurs fois posé la même question. Il est revenu à la charge. Il dit « Vous dites que le feu vient de l'extérieur, mais vos plans de prévention avaient-ils prévu ce scénario et aviez-vous anticipé tout cela avec les services de l'État ?» Beaucoup de questions et finalement des réponses qui sont restées assez floues. Par exemple, les sénateurs sont restés sur leur faim. Christine Lavarde, quel est votre regard sur tout cela, sur cette audition, sur le discours de cet homme extrêmement rassurant qui semble vouloir montrer patte blanche, et puis des sénateurs qui reflètent un peu ce que pense l'opinion, des doutes, beaucoup de doutes. Quel est votre regard, vous ? Alors c'est forcément un regard extérieur, puisqu'au même moment où la commission d'enquête se réunissait, la commission des finances se réunissait pour étudier notamment le rapport budgétaire qui porte le plus gros crédit, enfin les plus gros crédits de l'État. Donc voilà, on ne peut pas être partout à la fois, donc j'ai pas pu regarder mais à l'allure de ce que vient de nous dire Tam, voilà, du sujet qu'on vient de regarder. Ça pose quand même un certain nombre de questions, et par contre j'ai pu lire, je crois, dans un article du Monde qui est paru ce matin, qui avait déjà eu en fait une sorte d'alerte qui avait été faite par une organisation régionale. Sur la sous-traitance. Voilà, justement sur la sous-traitance et sur le fait que les sous-traitants ne connaissaient pas les mesures de sécurité, ou quand ils avaient pu identifier des processus défaillants, préféraient fermer les yeux pour conserver leur marché plutôt que de mettre sur la table en fait ces sujets qui pouvaient quand même laisser planer des doutes sur la sécurité du site. Il a été interrogé là-dessus, puisqu'il y a un sénateur qui avait souligné aussi cet article du Monde, et il a dit chez nous, il n'y a pas de problème, les sous-traitants sont tous très bien formés. Voilà, si on résume ce qu'a dit le PDG de Lubrizol. Et d'ailleurs, Lubrizol promet d'indemniser agriculteurs, commerçants, il promet beaucoup de transparence. Le PDG ne dit pas combien. Selon les Échos, ce serait un fonds de solidarité de 50 millions d'euros. Et Elisabeth Borne a dit qu'elle voulait faire appliquer le principe du pollueur-payeur. Vous êtes d'accord avec elle ? Alors après, aujourd'hui, moi je regarde ce qui se passe, parce qu'effectivement je ne suis pas chimiste comme la rapporteure de la commission d'enquête, donc j'attends en fait finalement, comme tous les citoyens, d'être éclairée par cette commission d'enquête qui va avoir tous les pouvoirs pour aller auditionner aussi bien les pouvoirs publics que les industriels, que peut-être des pouvoirs publics à l'étranger. Et je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de tirer les expériences finalement de cette mauvaise expérience pour que demain... Est-ce que les leçons, par exemple, ça pourrait être des sites Seveso qui sont trop près des habitations, il faut revoir l'urbanisation ? Alors, la question, c'est pas est-ce que les habitations n'ont pas été se construire trop près des sites Seveso, parce que aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de règles qui font qu'on ne peut pas construire, notamment même quand on voit que pour des éoliennes, donc qui ne sont pas des installations Seveso, on a quand même des périmètres de sécurité par rapport aux habitations. C'est plutôt que l'urbanisation a été grandissante et est venue à se rapprocher des usines. Quand l'usine en question a été installée à Rouen, elle n'était peut-être pas aussi proche des habitations qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'ai pu voir notamment, lire dans la presse qu'au pied de l'usine, on avait un camp un habitat de personnes, de gens du voyage. Donc, par définition, c'est un habitat précaire qui s'est installé là parce que c'est là qu'ils ont trouvé de la place. Donc ça nous invite plutôt à repenser aussi globalement notre politique d'aménagement du territoire, et ça pose des questions sur si jamais on décide d'éloigner les sites de production dangereux, ça veut dire qu'il appartient aussi au pouvoir public de prévoir ensuite des moyens de transport, de rendre ces sites accessibles pour les gens qui sont des sites d'emploi par définition. Voilà, exactement. L'ancien président sort du bois et il veut modifier
le fonctionnement de nos institutions. Rien moins que ça. Oui, on peut dire que François Hollande a le sens des priorités, ou beaucoup trop de temps devant lui. C'est un vrai petit cachotier, le voilà qui sort un livre à l'improviste sur un changement des institutions. Alors, c'est bizarre parce qu'on attendait son prochain livre en 2020. C'était un livre pour expliquer la République aux enfants. Qu'est-ce qui va pas. Et là, il sort ce livre. Alors, il explique pourquoi. Si je peux être utile dans cette période, dit-il, c'est en faisant des propositions. Et je commence aujourd'hui par les institutions. La base. La base. Demain, il y aura encore sans doute d'autres conseils. Alors, pour l'ancien président, la crise de la démocratie représentative est mondiale. C'est pas seulement en France, bien entendu. Et il propose de faire évoluer la Ve République vers un régime à l'américaine. Alors, il faut se méfier parce qu'il sort ce livre avec Terra Nova. Et on doit déjà à l'inspiration américaine les primaires. Rappelez-vous, les primaires qui ont été calamiteuses pour les grands partis. Et là, il veut remettre quelque chose. Alors, il faut se méfier de cette américanisation. Voilà, je pense qu'on a une culture latine quand même de notre politique. C'est particulier. Alors, l'idée dans ce livre, l'idée force, c'est la synthèse hollandienne dans toute sa splendeur. C'est ni 7 ni 5, mais 6. Donc, on passe du quinquennat. Non, c'est trop court. Le septennat, c'est trop long. Alors, on fera un sextennat. Un entre-deux. C'est ce qu'il dit. Un entre-deux. Exit le Premier ministre. C'est un président qui doit maintenant faire face au Parlement. Un Parlement renforcé, élu pour 4 ans. Avec, dans ce plan-là, il faudrait quand même des grands partis qui se remettent debout. On n'en est pas là, bien entendu. Alors, pourquoi le quinquennat était une mauvaise idée ? Il le dit lui-même. On sent qu'il est sorti vraiment épuisé par l'épisode des frondeurs. Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, le quinquennat fait que la majorité est coincée entre l'obéissance servile à l'exécutif ou bien le suicide fratricide dans la fronde. Alors, 6 ans, vous allez me dire, pourquoi 6 ans et pas 7 ? Oui. Alors, pour François Hollande, c'est une bonne durée parce que ça permet de montrer que les résultats des politiques économiques mises en place arrivent à terme et de ne pas se faire voler ces bons résultats par les suivants. Bah oui, pour une fois, on va dire. J'ai l'impression d'entendre Claude Rénal. C'est pas beau, voilà. Donc, et ça permet aussi le temps de la diplomatie, c'est-à-dire de rester un peu un référent dans les instances internationales. Mais alors, il y a un gros interdit dans ce livre, c'est la 6e République, surtout pas la 6e République. Alors là, ce serait un régime instable et dangereux, dit-il, qui même déposséderait les peuples vraiment du pouvoir. Pour lui, ce serait revenir à la 4e République et ne pas pouvoir faire les choix dans le concert des nations. Alors, si on lit ce livre, on voit bien qu'il est écrit pour lui. Entre les lignes, c'est l'idée quand même d'un retour d'un homme providentiel qui ferait une république apaisée. C'est vrai, c'est ce qu'on sent ? Un peu, il y a cette idée-là de dire, parce que derrière, il ne veut pas enlever l'élection du président de la République au suffrage universel, ça, il ne faut pas revenir dessus. Il dit que les Français y tiennent. Et oui, il parle même d'une impérieuse nécessité de la personnalisation du pouvoir. Alors c'est étonnant, à l'heure du RIC, de la démocratie participative, etc., de penser comme ça. On a l'impression en fait qu'il veut changer les choses pour ne rien changer, c'est-à-dire continuer dans la 5e. Il y a une toute petite place qui est donnée à la démocratie participative, une sorte de strapontin avec un commissariat au plan des idées où les citoyens pourraient donner des idées comme ça et voir ce qu'il se passe. Donc on attend de voir et j'attends la suite parce que ce livre malheureusement ne nous dit pas ce que François Hollande avait susurré à l'oreille de Carla Bruni lors des obsèques de Jacques Chirac et ça reste un grand mystère. Mais c'était ça la vraie info. Bien sûr. Interprétation, analyse très objective d'Alexis Poulain, vous l'avez compris, Christine Lavarde. Plus sérieusement, plus de Premier ministre, un mandat présidentiel de 6 ans et un Parlement plus fort. Est-ce que quand même il y a quelque chose, il y a de l'idée ? Est-ce que vous êtes d'accord avec quelques-unes des idées, des propositions de François Hollande ou pas du tout ? Déjà, François Hollande s'exprime toujours avec beaucoup d'humour. Parce que, notamment, quand il a choisi la durée à propos du quinquennat, il a dit un quinquennat, c'est trop court, effectivement, pour voir les effets des politiques. Ouais. Mais il a aussi ajouté, c'est beaucoup trop long pour tous ceux qui n'ont pas voté pour le président en place. Ah, voilà. Donc, effectivement, moi, je peux partager la deuxième partie de la phrase. Et ensuite, sur le septennat, on sait le contexte qu'il y a. Mais il y a des choses, quand même, que je n'ai pas bien compris dans l'articulation, puisque si on avait un sexennat et en même temps des députés élus pour 4 ans, parce que ça permettrait un nouveau souffle, c'est ce qu'il explique. Donc très bien, des nouvelles élections, mais donc on a des députés qui sont encore là 2 ans après l'élection du nouveau président de la République. Donc s'il voulait aller au bout de sa logique et effectivement permettre un nouveau souffle pendant la durée du mandat présidentiel, à ce moment-là, il fallait élire les députés pour 3 ans. Comme ça, si jamais le peuple se rend compte qu'il s'est trompé, au moins, il peut envoyer un Parlement qui devient... on est dans une cohabitation. C'est finalement ce qui s'est passé au temps du septennat, où à chaque fois, on arrivait en fin de septennat sur un processus de cohabitation. Et la suppression du poste de Premier ministre, pur et simple ? Ça vous paraît fou ? Ça vous paraît avoir du sens ?
Déjà, aujourd'hui, on voit qu'on est bien content d'avoir j'entendais ce matin qu'on avait dû envoyer Nicolas Sarkozy à l'intronisation du nouvel empereur du Japon parce que le président de la République étant très loin de la métropole, il fallait laisser le Premier ministre à Paris pour gérer les questions urgentes. Donc si on supprime le Premier ministre, comment fera-t-on demain ? On sera obligé de trouver un nouvel ambassadeur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a Gérard Larcher. C'est vrai. Il y a Gérard Larcher, absolument. Mais voilà, non, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même finalement un Premier ministre qui est là un peu comme chef d'équipe du gouvernement. Alors, soit on estime qu'on passe dans un régime présidentiel, où le président de la République est le seul et unique responsable, et donc on fait fi un peu du Parlement, soit on garde aujourd'hui ce qu'est la Ve République, finalement un équilibre entre d'un côté un régime présidentiel et un régime parlementaire. Avec quand même au passage cette réforme qui a mené au quinquennat, pour vous c'était une erreur ? Beaucoup en reviennent, beaucoup nous disent que finalement ça a accéléré le tempo de la politique, que ça fait du président un président en campagne quasi permanente. Est-ce que c'était une erreur ce quinquennat ? Alors moi je vais vous dire que je crois que j'ai vécu que sous le quinquennat, parce qu'avant que le quinquennat existe, je m'intéressais à la politique, mais enfin dans la cour de l'école, donc c'était voilà, je peux pas avoir un jugement. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le passage du septennat au quinquennat a quand même été mis en réflexion bien avant que le président Chirac le soumette au référendum, parce que je crois qu'il y avait eu des premières mesures qui avaient été proposées par Pompidou au moment où il envisageait de faire une réforme constitutionnelle. Donc on voit bien que c'était dans les tuyaux 30 ans depuis avant, voilà, c'était dans les tuyaux depuis longtemps. Plus loin dans le match des idées d'abord, Isabelle Tisse-Saint-Jean, bienvenue. Vous êtes économiste, professeure à l'université Paris 13 et conseillère régionale PS d'Île-de-France. Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue à vous également. Vous êtes président du Cercle des économistes, professeur à l'université de Paris-Dauphine et co-auteur de La nouvelle résistance face à la violence technologique. Merci à tous les deux d'être ici. Isabelle Tisse-Saint-Jean, c'est anecdotique, cet objectif non atteint, ou c'est un vrai sujet qui peut avoir de vraies conséquences pour le pays ? Alors c'est un vrai sujet, parce que d'abord c'est un secteur extrêmement important en termes, ne serait-ce qu'en termes d'emploi et en pourcentage du PIB, donc c'est une activité forte. La France est le grand pays. Première destination touristique au monde. Alors c'est moins vrai en termes financiers, sa capacité à gagner de l'argent par ce biais-là, c'est un peu moins vrai. On est seulement en 3e position et pas en première, mais c'est clair que c'est un secteur d'activité majeur. Alors on observe effectivement là une baisse brutale prévue, mais attention, contrairement à ce qui est dit, quand on regarde les chiffres, après une reprise, il y a eu donc toute la période post-attentat, bien sûr, 2015, voilà, où il y a eu un tassement très très marqué, et puis ensuite une reprise, et en fait la baisse, elle est antérieure, la baisse relative. On voit un espèce de décrochage qui est antérieur au mouvement des Gilets jaunes. Ça se voit dans les nuitées dans les hôtels et ça se voit dans les autres types d'hébergements. D'accord. Donc il faut essayer de le comprendre. Et si on regarde ce qui s'est passé, donc c'est pas les Gilets jaunes, c'est plus les attentats terroristes, c'est probablement pas le Brexit. Peut-être. Alors difficile de trouver une explication alors. Non. Parce que si vous regardez la consommation intérieure touristique, en fait, les 3/4 de la consommation intérieure touristique, eh bien, c'est les résidents français. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les touristes, viennent de l'étranger, mais pour les 3/4, ce sont les résidents français. Et ça va probablement, enfin on en reparlera dans la suite du débat sur l'impact de la politique du gouvernement sur le pouvoir d'achat des Français et sur les différentes tranches. Et la politique du gouvernement des premières années, qui a quand même très fortement pesé en termes de fiscalité sur un certain nombre de ménages des classes moyennes, qui sont quand même un peu ceux qui sont en capacité de prendre des vacances, parce qu'il y a quand même toute une partie de nos concitoyens qui ne partent jamais, des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Enfin, bon, voilà, faut aussi. On s'éloigne un peu. Mais je finis. Le malheureux Macron, il est là pris en otage avant même d'avoir dit. Ouf. Je finis. Mais donc une pression quand même en termes de pouvoir d'achat, c'est pas très étonnant que ça se traduise par une moindre demande en termes d'activité touristique. Et donc du coup, on a déjà un effet, même si évidemment le Brexit et
les gilets jaunes ont enfoncé le clou. Et c'est pas fini parce que, attention, les retraites à venir, etc. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. D'abord, les chiffres. Je rappelle que l'année précédente, c'est 89 millions, un peu plus, c'est 91 millions. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une décroissance. Sur le chiffre d'affaires du tourisme, il se trouve qu'il a été en croissance. Donc ni l'effondrement. Si, bien sûr. Non, il y a une baisse de 1,3. Par rapport aux objectifs, par rapport à la réalité. Disons qu'il y a une baisse réelle. Mais non, mais attendez, il se trouve, vous prenez l'année, vous êtes bien meilleur économiste que moi, vous prenez 89 millions l'année précédente, 91 millions, même si M. Mas a l'air d'être très triste, c'est pas ce que j'appelle une décroissance. Il se trouve que la formulation était malheureuse, on dit, par ailleurs, les recettes n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Oui, elles ont augmenté. Donc, quels que soient les drames sur le pouvoir d'achat que vous êtes en train d'évoquer, et les enfants qui n'ont pas été, je partage ce sentiment-là, qui n'ont pas été au bord de la mer, mais ça date pas d'il y a 2 ans. Non, les enfants, c'était juste pour rappeler ce fait d'injustice. Non, mais la justice, mais c'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est on regarde... c'est aussi un peu le sujet, quand même. Non, on peut dire que la France est inégalitaire, mais c'est un autre sujet. Par ailleurs, il n'y a pas dans cette affaire-là, il n'y a pas de drame. Et c'est sûr que, par ailleurs, les Gilets jaunes, c'est quand même pas une image exceptionnelle. Si juste ou injuste soit le comportement des Gilets jaunes, quand vous avez vu les images à la télévision, ça vous donne... Si moi, je vois ça pour, mettons, l'Espagne, vous repoussez votre voyage. Catalogne, j'ai pas envie d'aller la semaine prochaine en Catalogne. La note INSEE sur le tourisme, qui fait état de cette baisse donc du nombre de nuitées, etc., 2019, donc une baisse effective, déjà actée, mentionne quand même que les hôtels 4 et 5 étoiles, il n'y a pas d'impact. Donc c'est pas ceux-là qui sont concernés. Vous dites 4-5 étoiles, mais moi je ne vais pas toujours dans les 4-5 étoiles. Non, mais je dis pas, je parle pas de vous, je parle de les internationaux qui fuiraient parce que... L'argument d'expliquer que les Gilets jaunes, ça joue pas, me paraît, j'allais dire, pas très réaliste. Je ne dis pas que ça fait... Tout ça, quand même, on est un peu à la marge. On est un peu à la marge, on n'est pas sur des changements massifs. Je trouvais que c'était très intéressant ce que vous avez dit en reprenant la période des attentats. Donc on est sur la période un peu plus longue. Ce qui s'est passé entre l'année dernière, cette année, n'est pas la fin du monde, mais il est clair que moi, par exemple, si on me dit il faut aller à Barcelone la semaine prochaine dans un hôtel 3 étoiles, je n'y vais pas, parce que j'ai vu des tas d'images qui me donnent pas envie d'y aller. Donc c'est évident que les Gilets jaunes, c'est pas un atout formidable pour accueillir les gens. Je n'en disconviens pas. Il n'y a pas eu. Et alors, vous dites, au tout début, vous avez dit, est-ce que c'est anecdotique? C'est pas anecdotique, mais ce n'est pas non plus le drame de l'affaire. Quant au fameux chiffre de 100 millions, vous savez, j'ai fait trop de prévisions comme économiste, comme ma collègue, pour savoir à quel point il faut être méfiant des prévisions. Là, on est à 80. C'était un chiffre symbolique. Oui, c'est un chiffre symbolique. Moi, je diverge. Un dernier mot, on passe au deuxième thème. Je diverge parce que je pense que ce qui s'est passé avant, en fait, cette baisse, n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que et ce qui s'est passé sur le tourisme français, c'est ça que j'essayais de mettre. Donc je ne disconviens pas du fait qu'il y ait un effet Brexit, gilet jaune, pardon, qu'il y ait un effet gilet jaune. Mais en revanche, il s'est passé quelque chose avant, et surtout, attention, c'est pas fini parce que et on y reviendra probablement dans le débat. La colère est là. Alors allons-y. Vous êtes en train de parler d'autre chose que vous essayez de remettre. On va y venir. Et notamment des étrangers. Les étrangers, c'était ça l'objet de la discussion de départ. Les étrangers, ils ne sont pas gilets jaunes, simplement ils peuvent être sensibles au fait, ça donne l'impression d'un peu de désordre, comme c'est le cas à Barcelone. Moi j'adore Barcelone, mais j'y vais pas la semaine prochaine. Et si on veut avoir le temps de parler de cette colère populaire, il faut qu'on avance. Deuxième thème de ce match, ce petit début de recadrage, si je puis dire, de l'Union européenne sur le budget 2020. Figurez-vous qu'elle demande des clarifications à la France. Elle évoque des risques d'écart avec les règles européennes. En clair, Paris ne fait rien pour améliorer l'état de ses finances publiques. Alors Bruno Le Maire a répondu, voilà ce que nous dit le patron de Bercy. La France va continuer de respecter ses engagements européens de redressement des finances publiques et de réduction de la dette. Le déficit atteindra en 2020, je cite, 2,2%, le niveau le plus bas depuis près de 20 ans. Et il invoque la situation sociale en France. Alors, avant de vous demander votre avis, on va demander celui de Sophie Taillé-Polian, la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, est en salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard.
Sophie Taillé-Polian, la Commission européenne avertit le gouvernement français concernant son budget 2020. Est-ce que selon vous, il faut écouter les recadrages de Bruxelles ? Écoutez, je crois que la Commission européenne est peut-être inquiète, mais il faudrait plutôt qu'elle s'inquiète de la situation sociale des populations en Europe. Il faudrait plutôt qu'elle s'inquiète de la situation de notre continent au regard de la dégradation de notre environnement, du réchauffement climatique. Donc je pense que la façon dont la Commission européenne, je dirais, s'appuie sur ces indicateurs qui sont par ailleurs tout à fait controversés par les économistes, marque le fait qu'il y a quand même un dogmatisme de l'Europe sur le libéralisme économique qui contrevient complètement à ce que je crois les peuples ont voulu dire, notamment pendant l'élection européenne. Donc selon vous, il faut arrêter la rigueur budgétaire imposée par Bruxelles ? Mais bien sûr, il faut arrêter cette rigueur budgétaire parce qu'elle nous empêche d'investir pour l'avenir et pour la planète et pour nos enfants. Et elle nous empêche aussi, je dirais, d'investir dans nos services publics et de mettre enfin en place un système plus juste au niveau social. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne respecte pas les règles européennes, voilà, on leur dit franchement à Bruxelles ? Écoutez, il y avait plusieurs tentatives qui ont été faites pour reconstruire ces indicateurs de manière un petit peu plus juste. Donc, vous savez, ce sont des indicateurs complexes qui sont construits sur la base de compilation de chiffres. Tout ça, c'est en fait des choix politiques. Donc, quand on choisit de construire les budgets sur ce type d'indicateurs-là, on fait un choix politique. C'est le choix de l'austérité, de la rigueur budgétaire, au mépris des besoins des peuples et au mépris des besoins de notre planète. Mais quand on regarde la situation de la France, on est quasiment à une dette qui atteint 100% de notre richesse nationale, un déficit qui est toujours hors des clous européens, un trou de la sécurité sociale qui continue à se creuser. Il y a quand même un problème. Écoutez, le problème du trou de la sécurité sociale, c'est quand même qu'on finance aujourd'hui les baisses d'impôts pour les gens modestes par la diminution des prestations sociales pour les gens en grande difficulté. Donc je pense que là, il y aurait certainement matière à avoir une autre politique plus juste. Il faudrait qu'on puisse intervenir davantage et frapper davantage les plus hauts revenus, les très très riches, et évidemment aussi donc rééquilibrer le système de cette manière-là. Aujourd'hui, les marges de manœuvre qu'a le gouvernement budgétaire, il ne les utilise pas pour la justice sociale, il ne les utilise pas non plus d'ailleurs pour les investissements dont la France aurait besoin pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et pour répondre même tout simplement aux engagements que la France a pris au moment de la COP. Très bien. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian pour votre analyse. Et merci beaucoup Alexandre. Hervé Lorenzi. L'Union européenne a tort de faire ce petit recadrage. Peut-être un commentaire. Ouais. Je trouve que on mélange quand même beaucoup de choses. Il y a de la chaleur, le truc, les inégalités, le déficit. Les chiffres sont les chiffres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit sur les affaires d'intérêt que la Commission devrait porter, non pas au problème, de réchauffement climatique, parce que c'est un autre sujet, c'est un sujet très important. C'est un autre sujet. Là, on parle de budget. Donc, il faut être un tout petit peu rigoureux dans ce qu'on dit, mais sur le fait que le ralentissement de l'économie en Europe est très significatif et qu'il faut sûrement réfléchir à la manière dont on résout le problème. Ma collègue sait à quel point on dispose d'armes monétaires, on dispose d'armes budgétaires, et il se trouve que les armes monétaires sont à l'évidence aujourd'hui moins efficaces, donc il est clair qu'il y aura utilisation des armes budgétaires. Mais qu'est-ce que vous dire que l'UE a tort de demander à la France ne demande rien, demande des éclaircissements. Je veux dire, quand il s'appelle éclaircissement, c'est juste pour envoyer, c'est même pas un peu du papier bleu, ils ne sont pas en train de les mettre en position d'être sanctionnés. Donc on est dans un exercice de posture qui n'a en réalité pas grand intérêt. Maintenant... C'est pas dangereux, vu l'europhobie ambiante, vu ces montées de populisme dans tous les pays de l'Union Moscovici, qui est un ancien socialiste, si mes souvenirs sont exacts, il fait son boulot. Je veux dire, il se trouve qu'il y a des règles. Là où Madame la sénatrice n'a pas tout à fait raison de mon point de vue, avec le respect que j'y dois, c'est de dire que les chiffres seraient des chiffres inventés. Un déficit, c'est, vous savez, les recettes, les dépenses, on regarde la différence. Enfin, il y a quand même des choses, les économies, ça sert à une chose, c'est peut-être parfois d'avoir des ordres de grandeur, à peu près, je vais dire, simples. Donc, là où elle a raison, c'est de dire que c'est pas le moment de se lancer aux affaires de critiques budgétaires excessives. Là où elle a tort, c'est de mêler tous les sujets, le réchauffement, toutes les inégalités. En plus, c'est pas tout à fait exact non plus. Et elle a
me semble-t-il, n'ont pas tort, c'est un mot excessif, mais je ne partage pas ce point de vue. Quand elle dit que les chiffres seraient des chiffres, il y aurait des nouveaux chiffres, c'est déficit budgétaire, les chiffres, c'est déficit budgétaire, depuis que le monde est monde, et sont à peu près comme pour les ménages, comme plus simple qu'il n'y paraît. Isabelle Tissin-Jean. Non, mais je vous rejoins sur le fait que, effectivement, on est dans un moment de ralentissement, et que, effectivement, il y a des instruments et qu'on a énormément utilisé l'instrument monétaire et que là, on est quand même dans une situation où ça paraît compliqué de l'utiliser. Donc, celui qui reste, c'est effectivement des instruments d'ordre budgétaire, une relance par des politiques budgétaires. Et d'une certaine manière, c'est effectivement ce que fait Emmanuel Macron avec en fait, les mesures d'urgence. Et puis dans ce budget, confirmé dans ce budget. Et de manière, donc c'est un choc, si vous voulez, sur la demande qui est assez puissant, et là-dessus, mais attention, il y aura une deuxième partie. Là-dessus, je pense que c'est effectivement la piste qu'il faut suivre et beaucoup d'organismes internationaux vont dans ce sens-là et plaident pour qu'on aille dans ce sens-là. Et donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas la position de l'Europe. J'entends le jeu de rôle, mais je trouve que la situation est tellement tendue partout que je pense que peut-être qu'il pourrait un peu oublier dans ce moment des positions antérieures pour essayer, surtout quand ça s'adresse à la France et à l'Italie. C'est pour dire il y aura un deuxième. Pardon, mais pour vous dire, à part nous trois et nos auditeurs, ce que Moscovici a envoyé, tout le monde s'en contrefiche. Je veux dire, ça n'a pas une grande importance. Je ne suis pas sûre. La preuve, c'est que la question nous est posée. Je vous ai interrompu pour quelque chose d'inutile. Non, mais la question nous est posée. Repris très souvent par le Rassemblement National. Je ne crois pas que ça soit sans. D'accord. On ne peut pas dire que la parole. Je retire. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Donc, dont acte pour une politique de relance budgétaire. Dont acte. Mais après, laquelle ? Et c'est là où on est obligé de rentrer dans le détail du budget. Et c'est là où on est obligé quand même de constater qu'il y a, si on regarde de manière globale, une hausse du pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est qui, la hausse du pouvoir d'achat ? Et si on regarde, donc il y a des travaux qui sont sortis là récemment et qui montrent que, effectivement, si on lit sur les 3 ans, il y a un bloc de classe moyenne qui est bénéficiaire. Mais attention, le bas de l'échelle est complètement scotché, ne bénéficie d'aucune, donc les plus défavorisés d'entre nous ne bénéficient de rien. En dessous de 10%, là, les 10% les moins favorisés, c'est rien. Et le 1% le plus riche, eh bien, c'est énormément. Alors, en pourcentage de revenus, c'est pas beaucoup. Non. Mais si vous regardez en global, mais oui, mais les sommes. Oui, mais les alors, sommes. Alors, pas être trop technique. Les sommes. Non, mais combien la nation dépense pour ? Eh bien, elle dépense énormément. Et deuxième chose, si vous regardez pour les classes moyennes, vous voyez que pour le budget 2020, quand on prend les revenus comme ça, qu'on classe les gens par revenus, eh bien, sur les classes moyennes, l'apport en termes de pouvoir d'achat par les mesures budgétaires, il est croissant avec les revenus. Donc en gros, c'est quand même, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez bénéficier. Et c'est inefficace, donc c'est non seulement injuste, mais c'est inefficace, parce qu'on sait quand même qu'on a un taux d'épargne en France qui est trop élevé. Et que donc il faut aller chercher de la consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va plutôt pas si mal par rapport à d'autres pays. Il faut aller chercher de la consommation intérieure. C'est pour ça qu'on s'en sort. Enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'en sort un petit peu moins mal, je dirais, que dans d'autres pays. Et que cette consommation intérieure, c'est en bas plutôt de l'échelle qu'il faut la mettre. Et on va y aller dans les autres pays. Et donc voilà. Et sans parler de la crise sociale qui nous a déjà éclaté au visage. Et qui risque de revenir. Cher ami, les 17 milliards de Macron de la fin de l'année, ils ont quand même été plutôt destinés
on va dire aux classes moyennes et classes moyennes inférieures. Là où vous avez, bien sûr que c'est 17 milliards aussi. Parce que vous les reprenez, les moins 5 milliards d'impôts, ils ne sont pas destinés aux plus riches. Maintenant, vous avez fait une constatation que j'admire, parce que je suis toujours admiratif des économistes. Vous avez constaté que 1% pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent représente plus que 3% pour quelqu'un qui en a moins. Ça, je reconnais que même en CP1... C'est mathématique. En CP, c'est de l'arithmétique simple. C'est de l'argent, c'est de la dépense publique. Il se trouve que quand on regarde, on a des mille manières de regarder, mais quand on regarde ce qui s'est passé sur l'évolution du pouvoir d'achat pris dans les 3 dernières années, on s'aperçoit que c'est vrai, c'est le bloc des classes moyennes qui en a bénéficié en pourcentage le plus. Je veux dire, alors le pourcentage de quelqu'un qui a 100, même s'il a 3%, est moins que le 1% de quelqu'un qui a 1000. C'est comme ça. Et ça nous amène... C'est comme ça. Maintenant, dernier aspect. Donc, ça veut dire quand même qu'en matière de politique économique, ce qu'a dit notre sénatrice n'est pas tout à fait exact. Et deuxième sujet, maintenant, là où vous avez complètement raison, c'est que les 10% qui sont en réalité ça fait partie des 14% qui sont dans la zone de pauvreté, c'est-à-dire qu'en 60%... Qui augmente. Non. Si. INSEE, note INSEE, la pauvreté augmente. Enfin, okay. 14%, ils sont environ 14%, ça peut-être... Je veux dire, en gros, c'est déjà énorme. 14%, les 14% ont en réalité, eux, absolument pas bénéficié. Il y a donc une société dans laquelle les classes moyennes se retrouvent un peu mieux. Les personnes riches, les 10% les plus riches continuent à être riches et les pauvres, malheureusement, voient leur sort ne pas évoluer. C'est quand même ça la situation. Je vous laisse répondre si vous me répondez en 30 secondes. Note INSEE récemment, l'indice Gini qui mesure les inégalités et le taux de pauvreté, après des années où ça avait décru, eh bien, remonte. Donc on a un retour des inégalités. On a un retour des inégalités. Vous allez voir, tout est lié, il y a un fil. Chers collègues, ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Si vous me trouvez que ça a augmenté d'un demi-diable, mais ça n'a pas augmenté. On ne va pas discuter sur des détails, nos téléspectateurs, on les perd. Troisième thème de ce match, ce sont les mouvements de révolte populaire auxquels on assiste ces dernières semaines un peu partout dans la planète. On l'a connu en France, mais il y a aussi en Haïti à cause d'une pénurie de carburant, au Liban à cause d'une nouvelle taxe et bien sûr au Chili dont on parle beaucoup à cause d'une hausse du prix des transports. Regardez, ce sont tous les pays où il y a cette colère sociale. Le Chili où les autorités ont fait un vrai mea culpa. Le président a présenté des excuses hier soir, admettant même avoir manqué de vision. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. C'est vrai que ces problèmes ne se sont pas produits ces derniers jours. Ils se sont accumulés sur des décennies. C'est aussi vrai que les différents gouvernements n'ont pas été capables de reconnaître toute l'ampleur de cette situation. Cette situation d'inégalité, d'abus, qui a conduit à l'expression franche et authentique de millions et millions de Chiliens. Je reconnais ce manque de vision et je demande pardon à mes compatriotes. Voilà, un vrai mea culpa. Isabelle Tisse-Saint-Jean, que vous inspirent toutes ces révoltes populaires, puisqu'a priori ce sont les classes moyennes qui descendent dans la rue? Je pense que c'est quelque chose de très 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 profond. Très profond, très important. Je pense qu'on est en train de, on est en train de basculer. La période est bascule et c'est normal parce qu'on est face à des défis qui sont des défis radicalement nouveaux. Je veux dire, la problématique de l'irruption des technologies, de leur impact sur l'emploi, sur le travail, sur les libertés. Donc avec un manque de vision des autorités respectives. La question environnementale, qui est quand même une question qui nécessite qu'on repense complètement nos modes de consommation, nos modes de production, qui peut être une opportunité formidable. Et là aussi, c'est dommage dans le budget. Quand on compare par rapport à ce que fait l'Allemagne, on n'y est pas du tout. L'instabilité quand même financière qui menace à nouveau. On le sait, puis on sent que cette espèce de retour des inégalités qu'on voit poindre, et ce sentiment, je crois que c'est probablement, moi c'est ça que j'identifie comme étant vraiment au cœur de la crise, ce sentiment d'une espèce d'impuissance de la puissance publique. Ouais. C'est comme si les gens avaient le sentiment que les politiques n'ont plus aucune marge de manœuvre, que les politiques de redistribution, de régulation, ils n'y croient plus, et que nous n'arrivons pas, là je me mets comme politique. Alors, probablement, oui, fin d'un modèle économique et nécessité d'une transition forte. Et donc, ça
partout. Là, tout d'un coup, ça s'embrase partout. Et donc, il est absolument urgent d'intervenir. Et même si vous prenez ce qui s'est passé au Brexit, si vous prenez ce qui se passe en Catalogne, même si à chaque fois c'est très différent, les causes sont très différentes, mais on voit une espèce de colère et par ailleurs des mouvements de répression de la part de la puissance publique qui sont extrêmement préoccupants. Enfin, je veux dire, on ne peut pas réagir comme ça. Et malheureusement, je pense que la situation française, je ne crois pas du tout qu'on soit sorti de ce moment de la crise des Gilets jaunes. Je pense que la situation est encore extrêmement tendue et que le gouvernement, dans son refus de considérer les oppositions, les partenaires, le dialogue social, les partenaires syndicaux, cette espèce d'aveuglement m'inquiète vraiment beaucoup. Non. Je sépare deux sujets. Le sujet de la France, dont on a déjà parlé. Montre que c'est le drame absolu. Moi, j'ai toujours, mais c'est mon âge qui fait ça, je me dis quand même de temps en temps que on a ce regard, cette définition de vivre dans un pays qui est très privilégié, quoi qu'il soit, peut-être pas pour tout le monde, mais reparlons plutôt des pays dont on vient de parler, qui eux vivent des crises dramatiques. Je crois que c'est assez simple, c'est que en réalité, tout ce que vient de dire ma collègue me paraît très juste. Je rajoute juste un point, c'est que les économistes, puisque nous sommes tous les deux des économistes, sont eux-mêmes absolument incapables d'avoir la moindre vision sur ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent. C'est pas une question de, quand on l'a dit, il y a des inégalités, il y a un problème de séparation des qualifiés, non qualifiés, il y a une transition écologique, and so what? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi, je n'entends pas beaucoup d'économistes pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, mais expliquer des positions bien claires. Et je crois qu'on est dans un désarroi absolu dont les politiques, qui sont, comme tout le monde, ils ont leur qualité, leurs défauts, sont évidemment incapables de définir la manière dont on peut faire évoluer les choses. On me dit qu'il faut changer de modèle. Moi, je veux bien, mais lequel? On se fait tous les 3. On se met... Moi, Oui. Plein de pistes, je pense qu'il y a plein de pistes. Non, mais vous en avez, j'en ai. Mais peut-être se sont-elles très convergentes d'ailleurs. Elles sont sûrement convergentes parce que je vous trouve très intéressante. Mais je suis pas sûr que ça converge aussi avec les 67 millions de Français. C'est quand même compliqué. Un pays comme la France, si on prend la France, c'est quand même compliqué parce que moi je veux bien que on prenne en compte les 3 transitions. La transition technologique est compliquée, très difficile, mais qui a quand même été vécu comme étant un immense progrès. Je fais partie de ceux qui ont des doutes là-dessus. La transition écologique, donc, que vous avez évoquée, mais sur laquelle, même si le budget n'est pas suffisant, c'est pas Macron n'est pas à l'origine de l'évolution l'évolution du. Vous allez m'en vouloir, il vous reste 30 secondes. Passé. Et quant à la transition, j'allais dire au fond social. Qui peut savoir comment on fait quand je vois sur la démographie, moi il y a un sujet que je connais bien, c'est les retraites. On peut dire que les réformes de retraite sont pas bonnes, ceci, cela, tout ça. Mais quand je vois quand même qui gagne, qui perd, et que je vois nos étudiants, qui sont évidemment les grands perdants de cette opération, je me dis, on les enseigne pas bien en économie, parce que ce sont les grands perdants. C'était eux qui étaient concernés. Ils n'ont toujours pas compris que c'était quand même eux qui allaient être les victimes de désespérance de la jeunesse. Quel que soit le système de... Donc je me dis, on est quand même... Modestie oblige, dans une période où personne ne voit bien clair sur ce qu'il faut faire. Tout le monde dans le désarroi, y compris les économistes. D'où l'idée très sympathique de se concentrer tous sur le climat et sur l'évolution écologique. Parce que ça, c'est un sujet qui est assez facile à traiter. Le reste... non, je pense que la politique fiscale. Non, je pense que là, il y a des pistes immenses du côté de la politique fiscale, notamment vis-à-vis. Il y a quand même un mouvement global là de fiscalisation des grandes entreprises à l'international, des grandes firmes. Donc là, c'est déjà un premier élément. Il y a quand même à l'intérieur de la fiscalité du modèle français redistributif, et dont il faut se féliciter des possibilités de faire des choses. Et puis après, oui, je pense que la question de l'environnement nécessite de l'environnement et de l'éducation nécessite des axes majeurs d'investissement. Et on doit s'arrêter là. Très bonne soirée sur Public Sénat.